Guy de Maupassant, La Parure. C'était une de ces jolies et charmantes filles, née comme par une erreur du destin dans une famille d'employés. Elle n'avait pas de dot, pas d'espérance, aucun moyen d'être connue, comprise, aimée, épousée par un homme riche et distingué, et elle se laissa marier avec un petit commis du ministère de l'Instruction publique. Elle fut simple, ne pouvant être parée, mais malheureuse comme une déclassée. Car les femmes n'ont point de caste ni de race, leur beauté, leur grâce et leur charme leur servant de naissance et de famille. Leur finesse native, leur instinct d'élégance, leur souplesse d'esprit sont leur seule hiérarchie, et font des filles du peuple les égales des plus grandes dames. Elle souffrait sans cesse, se sentant née pour toutes les délicatesses et tous les luxes. Elle souffrait de la pauvreté de son logement, de la misère des murs, de l'usure des sièges et de la laideur des étoffes. Toutes ces choses dont une autre femme de sa caste ne se serait même pas aperçue la torturaient et l'indignaient. La vue de la petite bonne bretonne qui faisait son humble ménage éveillait en elle des regrets désolés et des rêves éperdus. Elle songeait aux antichambres muettes, capitonnées avec des tentures orientales, éclairées par de hautes torchères de bronze, et aux deux grands valets en culottes courtes qui dorment dans les larges fauteuils, assoupis par la chaleur du calorifère. Elle songeait aux grands salons vêtus de soies anciennes, aux meubles fins portant des bibelots inestimables, et aux petits salons coquets parfumés, faits pour la causerie de 5 heures avec les amis les plus intimes, les hommes connus et recherchés, dont toutes les femmes envient et désirent l'attention. Quand elle s'asseyait pour dîner, devant la table ronde couverte d'une nappe de 3 jours, en face de son mari, qui découvrait la soupière en déclarant d'un air enchanté « Ah, le bon pot-au-feu, je ne sais rien de mieux que cela !» Elle songeait aux dîners fins, aux argenteries reluisantes, aux tapisseries peuplant les murailles, de personnages anciens et d'oiseaux étranges au milieu d'une forêt de féerie. Elle songeait aux plats exquis servis en des vaisselles merveilleuses, aux galanteries chuchotées et écoutées avec un sourire de sphinx, tout en mangeant la chair rose d'une truite ou des ailes de guélinotte. Elle n'avait pas de toilette, pas de bijoux, rien. Et elle n'aimait que cela. Elle se sentait faite pour cela. Elle eût tant désiré plaire, être enviée, être séduisante et recherchée. Elle avait une amie riche, une camarade de couvent, qu'elle ne pouvait plus aller voir tant elle souffrait en revenant, et elle pleurait pendant des jours entiers de chagrin, de regret, de désespoir et de détresse. Or, un soir, son mari entra, l'air glorieux, et tenant à la main une large enveloppe. « Tiens, dit-il, voici quelque chose pour toi. » Elle déchira vivement le papier et en tira une carte imprimée qui portait ces mots. Le ministère de l'Instruction publique et Madame Georges Ramponneau prie Monsieur et Madame Loisel de leur faire l'immense honneur de venir passer la soirée à l'hôtel du ministère ce lundi 18 janvier. Au lieu d'être ravie, comme l'espérait son mari, elle jeta avec dépit l'invitation sur la table, murmurant « Que veux-tu que je fasse de cela ? Mais ma chérie, je pensais que tu serais contente. Tu ne sors jamais. Et c'est une occasion, cela, ma belle. J'ai eu une peine infinie à l'obtenir. Tout le monde en veut, c'est très recherché. On n'en donne pas beaucoup aux employés. Tu verras, là, tout le monde officiel. » Elle le regardait, d'un œil irrité, et elle déclara avec impatience. « Et que veux-tu que je me mette sur le dos pour aller là ?» Il n'y avait pas songé. Il balbutia. La robe avec laquelle tu vas au théâtre, elle me semble très bien à moi. » Il se tut, stupéfait et perdu, en voyant que sa femme pleurait. 2 grosses larmes descendaient lentement des coins des yeux vers les coins de la bouche. Et il bégaya. « Qu'as-tu » Mais par un effort violent, elle avait dompté sa peine, et elle répondit d'une voix calme en s'essuyant ses joues humides. « Rien. Seulement je n'ai pas de toilette, et par conséquent, je ne peux pas aller à cette fête. Donne ta carte à quelques collègues, dont la femme sera mieux nippée que moi. » Il était désolé. Il reprit. « Voyons, Mathilde, combien cela coûterait-il une toilette convenable, qui pourrait te servir encore en d'autres occasions, quelque chose de très simple. » Elle réfléchit quelques secondes, établissant ses comptes et songeant aussi à la somme qu'elle pourrait demander sans s'attirer un refus immédiat, et une exclamation effarée du commis économe.
Enfin, elle répondit en hésitant. Je ne sais pas au juste, mais il me semble qu'avec 400 francs, je pourrais y arriver. » Il avait un peu pâli, car il réservait juste cette somme pour acheter un fusil et s'offrir des parties de chasse l'été suivant dans la plaine de Nanterre avec quelques amis qui allaient tirer les alouettes par là le dimanche. Il dit cependant: « Soit, je te donnerai 400 francs, mais tâche d'avoir une belle robe. » Le jour de fête approchait, et Madame Loisel semblait triste, inquiète, anxieuse. Sa toilette était prête, cependant son mari lui dit un soir: « Qu'as-tu, voyons, tu es toute drôle depuis 3 jours. » Et elle répondit: « Cela m'ennuie de n'avoir pas un bijou, pas une pierre, rien à mettre sur moi. J'aurais l'air misère comme tout. J'aimerais presque mieux ne pas aller à cette soirée. » Il reprit: « Tu mettras des fleurs naturelles, c'est très chic en cette saison-ci. Pour 10 francs, tu auras 2 ou 3 roses magnifiques. » Elle n'était point convaincue. « Non, il n'y a rien de plus humiliant que d'avoir l'air pauvre au milieu des femmes riches. » Mais son mari s'écria: « Que tu es bête! Va trouver ton amie Madame Forestier et demande-lui de te prêter des bijoux. Tu es bien assez liée avec elle pour faire ça. » Elle poussa un cri de joie. « Oh, c'est vrai, je n'y avais pas pensé. » Le lendemain, elle se rendit chez son amie et lui confia sa détresse. Madame Forestier alla vers son armoire à glace, prit un large coffret, l'apporta, l'ouvrit et dit à Madame Loisel: « Choisis, ma chère. » Elle vit d'abord des bracelets, puis un collier de perles, puis une croix vénitienne, or et pierreries, d'un admirable travail. Elle essayait les parures devant la glace, hésitait, ne pouvait se décider à les quitter, à les rendre. Elle demandait toujours: « Oh, tu n'as rien de plus, d'autre ? Mais si, cherche, je ne sais pas ce qui peut te plaire. » Tout à coup, elle découvrit dans une boîte de satin noir une superbe rivière de diamants, et son cœur se mit à battre d'un désir immodéré. Ses mains tremblaient en la prenant. Elle l'attacha autour de sa gorge, sur sa robe montante, et demeura en extase devant elle-même. Puis elle demanda hésitante, pleine d'angoisse: « Peux-tu me prêter cela, et rien que cela ? » ?»« Mais oui, certainement. » Elle sauta au cou de son amie, l'embrassa avec emportement, puis s'enfuit avec le trésor. Le jour de fête arriva. Madame Loisel eut un succès. Elle était la plus jolie de toutes, élégante, gracieuse, souriante et folle de joie. Tous les hommes la regardaient, demandaient son nom, cherchaient à être présentés. Tous les employés du ministère voulaient valser avec elle. Elle dansait avec ivresse, avec emportement, grisée par le plaisir, ne pensant plus à rien, dans le triomphe de sa beauté, dans la gloire de son succès, dans une sorte de nuage de bonheur fait de tous ses hommages, de toutes ses admirations, de tous ses désirs éveillés et de cette victoire si complète et si douce au cœur des femmes. Elle partit vers 4 heures du matin. Son mari, depuis minuit, dormait dans un petit salon désert avec 3 autres messieurs dont les femmes s'amusaient beaucoup. Il lui jeta sur les épaules les vêtements qu'il avait apportés pour sa sortie, modestes vêtements de la vie ordinaire, dont la pauvreté jurait avec l'élégance de la toilette de bal. Elle le sentit et voulut s'enfuir, pour ne pas être remarquée par les autres femmes qui s'enveloppaient de riches fourrures. Loisel la retenait. « Attends donc, tu vas attraper froid dehors. Je vais appeler un fiacre. » Mais elle ne l'écoutait point et descendit rapidement l'escalier. Lorsqu'ils furent dans la rue, ils ne trouvèrent pas de voiture et se mirent à chercher, criant après les cochers qu'ils voyaient passer de loin. Ils descendaient vers la Seine, désespérés, grelottant. Enfin, ils trouvèrent sur le quai un de ces vieux coupés noctambules qu'on ne voit que dans Paris la nuit venue. Comme si ils eussent été honteux de leur misère pendant le jour. Il les ramena jusqu'à leur porte, rue des Martyrs, et ils remontèrent tristement chez eux. C'était fini pour elle. Et il songeait, lui, qu'il lui faudrait être au ministère à 10 heures. Elle ôta les vêtements dont elle s'était enveloppée, devant la glace, afin de se voir encore une fois dans sa gloire. Puis, soudain, elle poussa un cri. Elle n'avait plus sa rivière autour du cou. Son mari, à moitié dévêtu, demanda: « Qu'est-ce que tu as ?» Elle se tourna vers lui, affolée. «
Je n'ai plus la rivière de Madame Forestier. Il se dressa éperdu. Quoi? Comment? Ce n'est pas possible. Et ils cherchèrent dans les plis de la robe, dans les plis du manteau, dans les poches, partout. Ils ne la trouvèrent point. Ils demandaient. Tu es sûr que tu l'as vue encore en quittant le bal? Mais oui, je l'ai touchée dans le vestibule du ministère. Mais si tu l'avais perdue dans la rue, nous l'aurions entendue tomber. Elle doit être dans le fiacre. Oh oui, c'est probable. As-tu pris le numéro? Non, et toi, tu ne l'as pas regardé? Non. Il se contemplait atterré. Enfin, Loisel se rhabilla. Je vais, dit-il, refaire tout le trajet que nous avons fait à pied pour voir si je ne le retrouverai pas. Et il sortit. Elle demeura en toilette de soirée, sans force pour se coucher, abattue sur une chaise, sans feu, sans pensée. Son mari rentra vers 7 heures. Il n'avait rien trouvé. Il se rendit à la préfecture de police, aux journaux, pour faire promettre une récompense aux compagnies des petites voitures, partout enfin où un soupçon d'espoir le poussait. Elle attendit tout le jour, dans le même état d'effarement devant cet affreux désastre. Loisel revint le soir avec la figure creusée, pâlie. Il n'avait rien découvert. « Il faut, dit-il, écrire à ton ami que tu as brisé la fermeture de sa rivière et que tu l'as fait réparer. Cela nous donnera le temps de nous retourner. » Elle écrivit sous sa dictée.